Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans l'émission du lundi 15 mars 2021. Aujourd'hui, nous allons traiter l'actualité SEO de la semaine du 8 au 15. Ensuite, on ira voir la volatilité au niveau des SERP et nous terminerons avec un sujet un petit peu exceptionnel cette semaine. Je vais revenir sur l'incident majeur qui a touché OVH Cloud la semaine dernière, c'est-à-dire un gros incendie dans l'un de ses data centers, et je vais vous parler de mon opinion face aux hébergeurs. Je vais essayer de tout simplement vous faire prendre un petit peu de recul et je vais m'adresser surtout aux personnes qui ont tendance à avoir le clavier un petit peu trop facile en disant simplement qu'il faut fuir des organismes, des sociétés comme OVH ou X ou Y hébergeurs. Alors pour commencer, actualité SEO de la semaine, on commence avec Google My Business ajoute de nouvelles stats de performance sur le profil. C'est sorti chez arobase-net.com le 9 mars 2021. Google a mis à jour la page d'aide des statistiques de performance disponibles de Google My Business pour aider à en savoir plus sur les nouveaux rapports sur les performances du profil de l'entreprise. Donc actuellement, vous avez 4 statistiques majeures: appel, message, recherche et toutes les interactions. Appel qui est le nombre de clics sur le bouton d'appel de votre profil d'établissement. Vous avez aussi les messages qui sont le nombre de conversations uniques dans la messagerie. Les recherches qui sont les requêtes saisies par les utilisateurs pour trouver votre établissement. Et enfin, toutes les interactions qui permettent d'avoir un récapitulatif de l'ensemble de vos interactions. Maintenant, il y a une question autour des utilisateurs qui se pose aujourd'hui dans cette news. Il y a utilisateurs qui ont consulté votre profil et c'est notamment le nombre de visiteurs uniques ayant visité votre profil. Un utilisateur, c'est un peu comme sur Google Analytics finalement, peut-être compter un nombre limité de fois s'il visite votre profil d'entreprise sur plusieurs appareils et plateformes tels que le bureau ou mobile ou Google Maps ou Google Search. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire simplement que, admettons, je vais chercher un restaurant qui s'appelle restaurant A, bien proche de chez moi. Je navigue donc sur mon mobile, je tombe sur ce restaurant A. Ensuite, je vais sur mon ordinateur, je vais sur ce restaurant encore A. Et ensuite, je vais sur, je sais pas moi, quelque chose qui est relatif à mon compte Google de manière générale, je vais être compté comme un utilisateur et éventuellement plusieurs visites si on affiche les visites, mais c'est toujours un utilisateur. On compte pas 4 fois parce que je me suis connecté à 4 endroits différents avec mon compte Google. Donc voilà, utilisateur, c'est globalement les visites quotidiennes multiples d'une personne qui ne se comptait qu'une seule fois en tant que personne. Voilà, c'est le contraire des visites ou des sessions sur Google Analytics par exemple, et ça permet du coup d'avoir vraiment le nombre de personnes, ou de se rapprocher du moins du nombre de personnes qui peuvent consulter notre fiche établissement. On continue avec une autre actualité. Toute optimisation pour Core Web Vitals dure 28 jours avant résultat. C'est sorti le 10 mars 2021 sur arobase-net.com. Donc actuellement, dans certains produits Google, notamment la Search Console, il met quand même beaucoup de temps le Google à nous donner des informations, tout simplement parce qu'il doit récolter les résultats, il doit ensuite les calculer, il doit ensuite agréger tout ça, machin, et puis pour nous les retransmettre ensuite. Typiquement, avec les Core Web Vitals, ça ne va pas changer, c'est-à-dire que pour analyser et rendre compte des données Core Web Vitals, il va se passer quand même pas mal de jours. Et là, en l'occurrence, il s'agirait d'environ 28 jours selon arobase-net.com. Donc, il y a différents échanges par rapport à PageSpeed Insight, par rapport aux Core Web Vitals, etc., entre John Mueller et puis tout un tas de personnes. Globalement, je vous invite à aller voir cet article. Tous les liens sont en description comme d'habitude. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez un feedback direct de est-ce que je respecte les Core Web Vitals ou pas, il faut utiliser Google PageSpeed Insight. Vous pouvez utiliser l'API notamment si vous êtes développeur pour essayer de taper dans l'outil et avoir du feedback direct sur les optimisations que vous auriez pu faire. Vous pouvez aussi utiliser d'autres outils comme Airboost, GTmetrix, etc. qui mettent en place quand même quelques petites choses par rapport aux Core Web Vitals et ça vous permet d'avoir les temps d'affichage, les temps d'interactivité, etc., etc. On continue avec une autre actualité. Google annonce des liens gratuits pour les voyagistes et les hôtels. Donc ça, c'est pas mal pour les personnes qui sont dans le tourisme, surtout qu'ils sont durement affectés par le coronavirus, encore que ça commence un petit peu à repartir en ce moment. Donc 9 mars 2021, vous allez avoir tout simplement des liens gratuits. Après le référencement gratuit de produits dans Google Shopping, Google vient d'annoncer que les liens de réservation de voyage précédemment fournis par Google Hotel Ads seront gratuits. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Ça fait toujours plaisir de voir que des choses deviennent gratuites plutôt que l'inverse. Donc voilà, petite info sur l'Ads qui sort un petit peu du SEO, mais qui va quand même faire plaisir, je pense, des personnes qui sont à l'écoute de ce podcast.
On passe maintenant chez abondance.com. 10 mars 2021, Google intègre une couverture complète d'événements dans ses résultats. Donc Olivier Andrieux nous parle d'une nouvelle fonctionnalité qui va sans doute apparaître dans les SERP web, une option qui s'appelle Full Coverage, qui est déjà disponible dans Google News actuellement et qui vous permet tout simplement d'aller un petit peu plus en profondeur concernant un sujet. Admettons, vous faites une recherche type Covid, vous allez avoir une SERP qui va être assez enrichie déjà de base. Vous allez avoir différentes vues d'ensemble, statistiques, la vue sur les tests, vous allez avoir des stories, vous allez avoir des actualités, etc. Et vous allez avoir un bouton, globalement c'est ça la nouvelle fonctionnalité, More on Covid par exemple 19, et quand vous cliquerez dessus, sur View Full Coverage, vous allez avoir un ensemble d'articles, un ensemble de résultats en fait qui sont pour Google intéressants et qui pourraient vous intéresser concernant le sujet que vous êtes en train de rechercher. Donc ça permet de creuser, ça permet aussi à Google que les gens restent toujours sur son moteur de recherche pour essayer de voir des résultats et que vous soyez satisfait. Donc on va encore sur plus une application qu'un assistant en fait, quelque chose qui va vraiment vous aider au quotidien en fonction des sujets que vous voulez creuser tout simplement. Donc voilà, c'est pas encore sorti en France, mais ça sort aux États-Unis. Gotloader, le malware fan de SEO, c'est sorti le 11 mars 2021, toujours chez Abondance. Donc il y a des hackers qui utilisent des sites piratés et des techniques SEO Black Hat pour répandre des virus malveillants et autres malwares sur de nombreux ordinateurs de la toile. Selon le site spécialisé Sophos, un malware nommé Gotloader utiliserait actuellement des techniques SEO Black Hat pour répandre des virus Chevaux de Troie et autres logiciels malveillants, notamment GoodKit, qui sévit depuis plusieurs années sur de nombreuses machines, et notamment en France, Corée du Sud, Allemagne ou en Amérique du Nord. Donc globalement, vous avez des résultats qui s'affichent sur Google en plus ou moins bonne position et globalement les sites qui sont hackés, quand vous cliquez sur les résultats, ça va vous faire télécharger un espèce de fichier JS qui va s'exécuter, éventuellement faire des choses pas très correctes sur votre ordinateur, et du coup vous aurez un ordinateur verrouillé et eux après tout dépend de ce qu'ils ont mis dedans, mais ils peuvent faire quelques actions franchement pas trop cool. Donc il faut le dire, ça existe, ça a toujours plus ou moins existé, des hackers, des pirates qui vont prendre le contrôle de certains sites où il y a des failles de sécurité, où il y a des problèmes de sécurité de manière générale, ou qui sont en libre service si je puis dire, parce que les gens n'ont pas réfléchi à certaines choses. Ils prennent contrôle des sites, ensuite ils font en sorte de prendre les sites qui se positionnent bien, et puis ils ont du coup du flux de trafic, et le flux de trafic ils en profitent pour faire télécharger certaines choses ou faire certaines actions comme vous faire payer ou quoi que ce soit d'autre. Ça arrive très fréquemment malheureusement, et bien sûr que je ne cautionne absolument pas ce type de SEO Black Hat, même si là pour le coup le but c'est pas spécialement de monter etc, mais c'est plutôt de vous faire télécharger un virus, un cheval de Troie ou quoi que ce soit d'autre. Donc Gotloader, le malware fan du SEO, si ça vous intéresse, allez voir, il y a le site spécialisé Sophos qui est cité dans l'article d'Olivier Andrieux. On termine chez Abondance avec Goosips, contenu dupliqué des indexations et Core Web Vitals, c'est sorti le 15 mars 2021. Contenu dupliqué pattern d'URL tout d'abord. John Muller a expliqué dans un hangout pour Webmaster que le fait que deux pages aient des URL trop proches peut générer un phénomène de contenu dupliqué. En effet, le moteur se base en partie à ce niveau sur la détection de patterns schémas plus ou moins similaires dans les URL pour éventuellement détecter du duplicate content. Cette méthode prédictive peut poser problème si certaines URL sont donc trop proches avec des contenus pourtant différents. En gros, si deux pages ont du contenu similaire à des URL proches, le moteur peut en déduire que toutes les pages ayant ce pattern d'URL sont également du contenu dupliqué, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc c'est vrai que ça arrive parfois quand on a par exemple des filtres à facettes mal configurés, ou quand on a par exemple, comme le dit Olivier Andrieux, des villes qui vont être citées où l'URL elle change pas trop, les contenus tout ça ne change pas trop, ou même ils changent, mais on a toujours on se demande si il faut pas soulever une URL canonique à la place. Très concrètement, Google, parfois, il le fait, et il faut quand même faire pas mal attention à ce qu'on propose. Pour moi, il faut bien faire toujours la part des choses, il faut avoir le contrôle sur notre structure. C'est un autre sujet encore, mais quand je vous parle de la canonical, quand je vous dis que Google l'a plus ou moins créé, et globalement, c'est qu'un indice, et que c'est qu'une rustine, et que vous n'avez pas le contrôle en utilisant la canonical, c'est pour ça que je vous parle de tout ça, c'est que vous perdez le contrôle sur votre arborescence, vous perdez le contrôle sur votre stratégie en quelque sorte SEO, parce que vous ne savez pas ce que va choisir Google. Est-ce qu'il va suivre la canonical, est-ce qu'il va pas la suivre? Donc
pour le coup, il vaut mieux pas l'utiliser. Comme ça, on n'est pas dans le peut-être, on est dans le oui ou non, et puis c'est tout. Et comme ça, il n'y a pas de doute. On continue les gossips, le deuxième, des indexations noindex ou robot.txt. John Mueller a expliqué sur Twitter que lorsque l'on veut désindexer une page indexée au préalable dans le moteur, par le moteur, il faut utiliser la balise meta-robot-noindex et pas le fichier robot.txt. Et c'est tout à fait vrai. Pendant un temps, il est vrai qu'il y avait à côté des disallo quelque chose que vous pouvez indiquer, que vous pouviez indiquer dans le robot.txt, c'est noindex 2 points. Or, le noindex 2 points, tout ça, ça n'existe plus. Vous ne pouvez plus demander à Google de regarder ce fichier pour éventuellement désindexer des pages. Aujourd'hui, c'est disallo, et disallo, ça bloque le crawl, ça ne bloque pas l'indexation. Donc voilà, si vous voulez désindexer des pages, c'est meta name robot content no index. Et si vous voulez utiliser une autre manière, vous pouvez prendre des entêtes HTTP et le faire donc directement dans les entêtes du HTTP renvoyées par le serveur, et vous mettez xrobotag no index, et ça vous permet de désindexer également des fichiers, des URL. C'est vraiment les deux grosses techniques connues pour pouvoir désindexer, mais robot.txt c'est non. Voilà, faut pas mettre de disallo, de machin, de tout ça. Voilà, c'est pas comme ça qu'on désindexe. Dernier gossips, Core Web Vitals et trafic, c'est globalement un résumé de la semaine dernière de l'article de @net. Pour piqûre de rappel, je vais quand même le lire. John Mueller a expliqué lors d'un hangout que les scores de Core Web Vitals Page Experience demandaient pour être calculés un minimum de trafic significatif de la part des internautes pour le site en question. Donc ça c'est une première news. Mais à partir de cette limite minimale, le fait qu'il y ait plus ou moins de trafic ne joue plus. Un site à très gros trafic n'aura pas des scores meilleurs qu'un site à faible trafic du simple fait de cette différence de nombre de visites. John en a profité pour rappeler une énième fois que le projet Core Web Vitals prévu pour le mois de mai prochain sera un critère très secondaire de l'algorithme, et que la pertinence du contenu de la page reste bien évidemment très majoritaire avec la popularité, puisque le moteur, ce qu'il veut, c'est est-ce que tu es pertinent vis-à-vis d'une requête, et est-ce que tu es populaire vis-à-vis d'une requête. On termine la rubrique actualité SEO avec un article du blog de Systrix.fr créé par OneSBus le 9 mars 2021. La proportion de recherche mobile est plus importante que vous ne le pensez. Ce que vous devez savoir, donc vous avez pas mal de petites choses intéressantes, une espèce de mini-étude réalisée par Systrix avec leur outil. Ils ont analysé des milliards de requêtes pour mieux comprendre l'évolution de la recherche sur ordinateur de bureau et jusqu'au dispositif mobile. Et du coup, ce qui est dit, c'est que 64% voilà, des recherches qu'ils ont analysées, ce sont des recherches effectuées sur mobile et non pas sur ordinateur de bureau, 35%. Donc c'est quand même 2 fois plus de mots-clés qui obtiennent du trafic mobile. Donc bien faire attention forcément à ce genre d'études, etc. Mais c'est vrai que ça me paraît cohérent, ça me paraît logique. Bien sûr que ça dépend de chaque thématique. Il y a des thématiques où le desktop, ça va être à 90%. Il y a des thématiques où le mobile, ça va être quasiment du 100%. Ça dépend vraiment des mots-clés que vous ciblez, les mots-clés que vous avez comme objectif. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il faut avoir un site nickel sur desktop. Ça, je pense que vous avez compris depuis tant d'années. Mais sur mobile, sur tablette et n'importe quel type d'écran, etc., machin, iOS, Android et tout, il faut que tout soit nickel. Vraiment, soyez méticuleux, allez regarder plusieurs navigateurs, allez regarder plusieurs résolutions d'écran, allez regarder différents OS, etc. Et regardez comment rend votre site, testez votre site. Je sais qu'on est toujours dans le code, on est toujours dans les contenus, à les créer, à faire des backlinks, etc. Mais on ne teste jamais son site parce qu'on a confiance, on a fait un travail avant. Mais non, allez tester votre site. C'est bien de naviguer sur son site en étant utilisateur. C'est toujours utile de le faire parce que ça permet d'avoir un œil, on va dire, critique sur ce qu'on fait. Et surtout, il suffit que vous ayez un problème X ou Y. Par exemple, souvent, c'est les problèmes de cache avec les problèmes de minification, tout ça. Ça casse des fois le CSS du site ou le HTML, etc. Puis, il y a des problèmes avec les boutons, il y a des problèmes avec les formulaires, il y a des problèmes avec X ou Y truc. Et on se rend compte qu'on peut améliorer la conversion, on peut améliorer le SEO, on peut améliorer X ou Y truc. Donc, n'hésitez pas toujours à penser mobile, desktop, tablette et un maximum de périphériques, et normalement tout se passera bien pour vous.
Deuxième rubrique du podcast du 15 mars 2021, on va parler donc volatilité des SERP comme chaque semaine. Aujourd'hui globalement on est sur un niveau qui est relativement peu élevé. Par contre c'est vrai que le 14 mars, 13-14, il y a eu un petit pic à la fois sur Sensor, Algorand pour la version États-Unis et il y a également pas mal de turbulences au niveau de SERP Metrics. Donc est-ce qu'il y a eu l'algo passage ranking qui est sorti, ou est-ce qu'il y a eu des petites mises à jour côté machine learning, etc. Difficile de le dire, mais en tout cas apparemment ça a bougé. Est-ce que c'est pas lié aussi peut-être à certains problèmes vis-à-vis de OVH, parce que mine de rien les sites sont down et j'ai beaucoup de personnes qui ont bougé parce que il y a hors 500 ou je sais pas quoi, inaccessible, tout ça. Ça peut faire bouger les SERP, surtout quand ça touche énormément de sites. Donc à voir si on a des retours à la normale très prochainement. Pour le moment, voilà, c'est pas de la volatilité de malade, mais il y a eu quand même un petit mouvement. Et donc, du coup, je finis sur les hébergements. Alors, c'est pas totalement du SEO, mais c'est une question qu'on me pose souvent dans mon métier. Qu'est-ce que tu recommandes comme hébergeur? C'est quoi un bon hébergeur? Qu'est-ce qu'il faut comme option en fait sur mon hébergement? Est-ce qu'il me faut un infogérant, un administrateur système? Qu'est-ce que tu recommandes comme option PHP, comme version de PHP, tout ça? On touche quand même, nous les SEO, à pas mal de choses pour l'édition de site, puisque les problématiques de performance, on a parlé des Core Web Vitals par exemple tout à l'heure, ça touche aussi au serveur. Il y a le CMS que vous allez utiliser, vous allez installer des caches, vous allez installer des compresseurs d'images, vous allez installer des minificateurs de JS, de CSS, vous allez mettre le code à un certain endroit pour éviter que ça soit lent, tout ça. Très bien, mais côté serveur avant tout, c'est une machine qui va faire fonctionner votre site. Un serveur, et pour le coup, dedans, il y a un processeur, il y a de la RAM, il y a un disque dur, il y a une carte mère, il y a tout un tas de trucs, c'est un ordinateur. Et il est bon de choisir son hébergeur, et surtout il est bon de choisir l'hébergeur qui nous convient en fonction de notre profil. Et c'est là où je veux en venir aujourd'hui avec une question de fond, c'est est-ce que OVH finalement, avec l'incendie qu'il y a eu donc la semaine dernière, je vais y revenir dans quelques instants, mais est-ce que typiquement c'est une bonne chose d'aller les défoncer, je crois que c'est le mot, sur Twitter pour leur dire franchement vous foutez de la gueule du monde quoi. Moi très concrètement je suis pas l'avocat d'OVH, j'ai pas d'action chez OVH ni rien, moi j'ai un compte chez OVH et je suis chez quelqu'un d'autre qui utilise OVH. Maintenant voilà, très concrètement revenons sur les faits et puis ensuite je vais vous donner mon opinion, comme ça vous allez voir là où je veux en venir. Donc tout d'abord, la situation de OVH. La semaine dernière, il y a un incendie qui s'est déclaré. Je vais le faire courte, je vais pas faire le Octave Klaba si je puis dire, qui fait très bien son job et son PDG aussi d'ailleurs. Donc, la semaine dernière, incendie déclaré chez OVH Cloud sur le site de Strasbourg, sur le SBG2, je crois, un truc comme ça, Strasbourg 2, et qui affecte tout Strasbourg 2, hop, par terre, et puis Strasbourg 1 à peu près affecté sur quelques salles, mais c'est tout quoi. Strasbourg 3 et 4 pas impactés apparemment, mais comme c'est le même site, il y a quand même eu des problèmes X et Y par rapport au fonctionnement général du site. Donc voilà le truc. Donc globalement incendie, globalement serveurs en rade, serveurs qui ne vont plus, pas mal de gens impactés, pas mal de gens qui commencent forcément à se demander ce qui se passe, et puis communiqué officiel et toute la clique, machin, les rendez-vous chez BFM Business, machin. Très bien. Bon, on s'en fiche un petit peu de tout ça, l'idée c'est de dire de quoi, il y a eu un incendie la semaine dernière, et globalement des gens qui ont soutenu OVH dans cette épreuve difficile, et il y a des gens qui sont venus gueuler sur Twitter et les réseaux sociaux en disant ouais j'irai plus jamais chez OVH parce que globalement le support n'est pas bon, parce que il y a toujours eu des problèmes chez OVH, que en plus ils savent pas mettre des trucs de sécurité incendie, vous prenez pour qui déjà? Moi j'ai envie de vous dire ça. Toutes les personnes qui ne sont pas du tout constructives, qui n'ont même pas d'empathie, parce que bon, c'est quand même une société, une grosse société française, quoi, pour le coup, qui a un gros problème, voilà. Imaginez vous seriez à leur place, on a besoin de soutien, quoi. On n'a pas besoin de gens qui sont là pour nous dire globalement qu'on a mal fait les choses, nous enfoncer la tête dans notre merde, etc., quoi. Donc, moi déjà, j'ai un problème déjà avec ces espèces de lameurs, ces personnes-là qui sont... Ouais, franchement, Laurent, là-dessus, il a peut-être un peu raison, aigri.
aigri. Je ne comprends pas le fait d'aller défoncer une société, surtout que, bon, cette société, mine de rien, elle est critiquée quand même depuis plusieurs années pour certains aspects, elle est adorée pour certains autres aspects. Je veux dire, comme toute société, elle a des avantages, elle a des inconvénients, d'accord? Elle peut avoir ses faiblesses. Mais il y a des choses qui fonctionnent. Je veux dire, si la société est toujours là, c'est qu'elle doit quand même pas mal fonctionner. Il y a pas mal de gens qui doivent leur faire confiance à OVH Cloud. Donc, pour mettre autant de technologies, de nouvelles infrastructures, pour avoir su se développer des tas de trucs ces dernières années, c'est qu'il y a quand même une société qui fonctionne là. Donc, vraiment, pourquoi aller emmerder une société en disant sur Twitter ou je ne sais quoi, ouais, vous êtes des incapables, quoi. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Surtout que le profil standard, bien sûr, c'est pas tout le monde. Hein. Il y en a qui sont là juste pour défoncer. Il y en a qui sont peut-être tout à fait légitimes. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais ceux qui n'y connaissent rien, pour qui vous vous prenez? Parce que, pour le coup, moi, je vous ai sorti des hébergeurs là. Et c'est là où vous allez comprendre un petit peu mon opinion, le début de mon opinion en tout cas. Des hébergeurs, enfin c'est un énorme marché ce truc, d'accord? Le web, les éditions de sites, tout ce que vous voulez, les applications, la sécurité, les sociétés qui veulent des trucs dans le cloud, qui veulent partager leurs données, etc., de manière sécurisée, machin. Enfin je veux dire, tout le monde, aujourd'hui, l'informatique est présente dans nos vies, et globalement, les serveurs et tout, c'est pareil. Il y a OVH. Là j'ai sorti le site d'OVH Cloud, ils ont Bare Metal Cloud, Hosted Private Cloud, Public Cloud, Web Cloud, Télécom, bref, il y a plein de trucs là, ok? Il y a plein de produits. Et à l'intérieur de ces groupes de produits, il y a des sous-produits. Et dans chaque produit, forcément, il y a des gammes qui sont petites, qui sont pas chères, qui sont low cost. Il y a de la moyenne gamme et il y a du haut de gamme. Je vais juste prendre ces gammes-là, hein, d'accord? Bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme. Très bien. Il y a tout ça. Et chez OVH Cloud, il y a des avantages et des inconvénients. Donc s'il faut retenir là, c'est bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme, avantages, inconvénients, comme dans toute société d'hébergement, d'accord? On continue. Scaleway, il me semble qu'il y a quelques années, il s'appelait autrement, il y a eu pas mal de choses aussi par rapport à eux, ok? Il y en a peut-être encore aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais pour le coup, je peux vous le dire, c'est que moi, j'ai déjà eu affaire à eux par des clients, intermédiaires clients, et pour le coup, pareil. Bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme, avantages, inconvénients. Pareil, il y en a des problèmes là-bas. Il y a aussi des très bons trucs, mais il y a aussi des problèmes. On continue. AWS. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Pareil, bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme. On continue, je vais pas vous le dire à chaque fois. Hein. Infomaniac, pareil. AutoSwitch, pareil. Planet Hoster, c'est pareil. LWS, c'est pareil. Ikula, c'est pareil. Et je vais même vous le dire, là, on a des groupes comme OVH par exemple, qui ont quand même beaucoup de poids, quoi. Ils ont énormément de poids sur le marché, d'accord. Ils prennent beaucoup de parts de marché. Il y en a aussi à travers le monde, hein, c'est pas le souci. Mais ils fournissent directement donc à des clients comme nous, éditeurs de sites, et il y a des hébergeurs que j'ai cités. Ouais, j'en ai pas énormément cité, mais il y a des hébergeurs ou des infogérants ou des administrateurs système, des intermédiaires en fait, qui savent développer des choses sur des serveurs dédiés, en ligne de commande et compagnie. Et pour le coup, ces gens-là sont des intermédiaires, c'est-à-dire ils utilisent des solutions de chez OVH, mais eux, ils vous vendent leurs solutions sans dire que derrière, c'est OVH qu'on utilise, forcément, d'accord? Donc, il y a des gens qui ont leur propre machine, et il y a des gens qui utilisent des machines de chez OVH, de chez Scaleway ou qui que ce soit d'autre. Déjà, il y a tout ça à prendre. Ensuite, il y a des groupes qui se focalisent sur une petite niche. C'est vrai que je ne l'ai pas sorti, mais vous prenez WP Server, c'est du WordPress. Voilà. Vous prenez ceux qui font un petit peu tout. Vous faites ceux qui sont spécialistes éditeurs logiciels, spécialistes pour telle ou telle grosse application qui est super gourmande et qui demande une configuration au point virgule près. D'accord, ok. Et ensuite, vous avez éventuellement, je vous en ai sorti deux, c'est les deux que je connais avec qui j'ai confiance. Vous avez également des gens qui sont freelance ou pas, hein, ça peut être aussi une petite société, une petite TPE, voilà, où on va aller, en fait, vous proposer des solutions d'hébergement. Vous avez Nicolas Jean, salut Nicolas, qui est passé en podcast. Si vous voulez écouter son podcast, c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Regardez ça, contact sur cooptation exclusivement. C'est-à-dire, en gros, c'est, je vous dis, allez voir Nicolas pour votre hébergement, il vous fera du bon travail. Voilà. Donc aujourd'hui, vous voyez déjà l'état d'esprit du truc. Hein. Il n'y a même pas de site ni rien, que Nicolas, en fait,
il a du travail en fait. Donc bon, déjà il y a ça. Ensuite, vous prenez Osmi, donc ça c'est là où je suis, Mathieu, salut Mathieu si tu m'entends. Donc Osmi, c'est l'hébergeur que j'utilise pour thomascubel.com et c'est l'hébergeur que je recommande pour mes clients voilà, qui souhaitent un autre hébergement. Cet hébergeur-là, alors je ne connais pas pour Nicolas, mais Osmi est chez OVH. Osmi est chez OVH, mais sauf qu'il n'est pas sur l'offre perso à 2,40 € quoi. Il est sur l'offre haut de gamme, quoi. L'offre haut de gamme, l'offre qui est vraiment scalable, où vraiment quand tu as un problème, les gens ils te répondent en quelques minutes, et généralement en 15 minutes c'est réparé, et où tu as des garanties derrière, etc. etc. On n'est pas du tout sur la même prestation. Et vous pouvez être sûr que vous allez avoir des invitations pour visiter les locaux d'OVH Cloud, vous allez avoir des petits sacs avec des gens qui vont vous donner des trucs à manger, à boire, tout ça. Vous connaissez cet univers d'OVH Cloud? Non, j'ai pas l'impression. Je parle aux personnes qui sont là à ne pas arrêter de casser la tête à OVH depuis leur incendie. Mais voilà, elle est là la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je vais retourner sur OVH pour que ça soit bien clair. Beaucoup de gens qui disent que OVH, c'est pourri. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses pourries, attention. Il y a des choses que je n'aime pas chez OVH. Il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses que j'aime pas. Mais comme toute société, on les a toutes faites. Je veux dire, il y a toujours un problème quelque part. Si quelque part, il y a quelque chose qui vous plaît, peut-être qu'à notre part, il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire. Mais peut-être que ça vous convient comme ça. Parce que, voilà, vous avez sélectionné correctement votre hébergeur. Donc, voilà, je suis sur le web cloud. Donc, la plupart des gens, aujourd'hui, qui sont en train de faire la misère à OVH et depuis globalement 10-15 ans, ne pas arrêter de dire oui, c'est assez lent, ouais, le support il répond pas, etc. etc. 2,99 €, 5,99 €, 9,99 € par mois. D'accord. Alors juste, un ticket resto c'est combien? C'est 9-10 balles. Peut-être un peu plus, des fois, bon, ça dépend. 10 balles, on va se baser sur 10 balles. 10 balles, c'est un ticket resto. Donc là, ticket resto, vous mangez pour un repas, d'accord? Vous le donnez donc lorsque vous allez bouffer au restaurant. Là, c'est 10 balles par mois. Ok? Et vous prenez le prix d'un infogérant. Là, c'est un autre calcul à part. Un infogérant, allez, bon, moyenne 60-80 € de l'heure. D'accord? On ne va pas parler du prix du serveur ni rien, juste l'infogérance. C'est-à-dire l'infogérant va intervenir sur le serveur, va mettre en place certaines choses, installer PHP, vous le configurez ou quoi que ce soit d'autre. 60 € de l'heure. Donc là, en fait, je prends l'offre performance ou même le début là, du VCore, là, chez VPS, je sais plus quoi, là. 10 balles. Donc 10 balles multiplié par 12, ça fait 120 balles. Donc par an, ça va vous revenir à 120 € ici. 120 €, juste, c'est 2 heures pour un infogérant. 60 et 60, 120. Donc, au bout d'un moment, il faut prendre aussi tout le contexte. C'est que OVH peut-être a sa part de responsabilité dans l'incendie. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il y a eu des manquements, etc., etc. Très bien. Ceci dit, ça peut arriver déjà à tout le monde. Voilà. Et juste au moment, quand même, où c'est une situation exceptionnelle, où c'est peut-être une des journées les pires de la vie d'OVH, voilà, se foutre de leur gueule, c'est quand même pas très sympa déjà de base. Ils ont un petit peu besoin de soutien. Moi, personnellement, j'aurais un des trucs qui brûlerait à côté de ma société, etc. J'aimerais qu'on m'apporte mon soutien, j'aimerais pas qu'on se foute de ma gueule. Voilà, déjà, il y a ça à dire. Et puis, deuxième chose, voilà, vous pouvez pas vous plaindre d'avoir peut-être des supports un petit peu lents, ou beaucoup lents, même, quand vous payez 9,99 € par mois. Je suis désolé, mais là, c'est Mathieu Cosero, Mathieu qui est mon infogérant, j'en ai déjà discuté avec lui de nombreuses reprises, et c'est pas lié à ce truc-là, là je vous parle d'une discussion qui a quelques années déjà. Pour le prix d'un paquet de clopes, en gros, les gens demandent la performance, demandent un support super rapide, demandent les dernières technologies de malade, demandent à ce que ça soit possible de mettre je sais pas combien de sites sur un serveur, demandent à ce qu'il n'y ait aucune lenteur et tout. Non, je suis désolé. Si vous êtes bon entrepreneur, vous savez que quand vous n'investissez pas suffisamment d'argent dans une technologie ou un service ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, forcément qu'il y aura des manquements à certains endroits. Quand vous n'investissez pas, si je puis dire, je fais un raccourci, mais OVH ne peut pas investir. Si vous n'investissez pas dans OVH, si vous ne croyez pas en les solutions d'OVH, vous ne pourrez pas
en fait, donner à OVH la possibilité de se construire un data center avec tous les trucs, tous les trucs de sécurité, tous les trucs, tous les serveurs dernière génération, avec les dernières générations de processeurs, les dernières unités, tout ce que vous voulez. Donc, voilà, déjà, il y a une incohérence ici. Et je souhaitais quand même le souligner, parce que, mine de rien, le but, c'est de comprendre quand même comment choisir un hébergeur. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire, c'est est-ce que vous êtes pas du tout technique? Si vous n'êtes pas du tout technique, vous allez sans doute avoir besoin du support ou de quelqu'un pour vous aider. Donc, il faut aller vers un hébergeur où le support sera présent. Vous prenez par exemple, tenez, on va prendre celui-là. Eux, je sais qu'ils répondent au téléphone. O2Switch, vous appelez le 04 44 44 60 40, voilà, vous les appelez, je sais qu'au bout de quelques minutes, et c'est pas très très long hein, la plupart du temps, et c'est pas une énorme équipe non plus, je peux vous assurer qu'ils vont vous répondre. Maintenant, il y a certains aspects chez O2Switch, je vais pas les dire forcément, mais voilà, il y a des trucs que j'aime pas, mais globalement, voilà, c'est un bon hébergeur pour le support client, pour pouvoir avoir plusieurs sites et avoir voilà, un truc pour commencer, etc., etc. Ils ont leur cible, tout simplement. Et si vous voulez plus, vous en discutez avec eux en sur-mesure et tout. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, on ne peut pas avoir des hébergeurs qui vont à la fois avoir un support client nickel, rapide. On ne peut pas avoir les dernières générations de serveurs avec les dernières générations de processeurs, les disques durs SSD dernier cri, tout ce que vous voulez, avec la fibre, tout ce que vous voulez, les backups, les trucs. On ne peut pas tout avoir en fait pour 2,99€, pour 9,99€ ou même 15 balles ou même 25 balles par mois. Je suis désolé, ce n'est pas logique. Et franchement, les personnes qui mettent des e-commerce là-dessus, pourquoi? Mais juste pourquoi? C'est une aberration pour moi. Je suis désolé. Hein. Pour commencer, je dis pas, vous pouvez prendre un hébergement, voilà, pas trop cher, mais au bout d'un moment, quand vous allez voir votre PrestaShop, votre Magento, même votre commerce ou je sais pas quoi, qui va laguer et tout, vous allez commencer à mettre des produits, vous allez commencer même à avoir des cartes bancaires qui vont transiter, des je sais pas quoi, ça dépend, tout dépend de votre application. Mais je mettrai jamais mon truc là-dessus. Parce que le jour où ça tombe, le jour où il y a une lenteur, le jour où il y a un mec à côté de moi sur mon mutualisé, je sais pas, qui fout la merde, et puis il y a un bug ou je ne sais quoi, je suis désolé, mais ça va me faire planter mon business pendant X, Y temps. C'est dommage. Donc voilà où je voulais en venir globalement. C'est déjà regardez vous votre profil. Votre profil, c'est voilà, est-ce que je suis Techos? Est-ce que je suis pas Techos? Est-ce que je vais pouvoir écrire en ligne de commande? Est-ce que ce sera suffisamment à jour, sécurisé? Est-ce que je vais pouvoir assurer la maintenance, etc. Si vous ne savez pas faire toutes ces choses-là, allez vers quelqu'un qui sait. Donc super support client, une offre vraiment facile à prendre en main, etc. Et renseignez-vous sur tout simplement voilà, les processeurs qu'il faut choisir, la RAM qui convient pour mon projet, qu'est-ce que je dois installer comme technologie, est-ce que je dois mettre PHP 8, est-ce que je dois mettre OP cache, est-ce que je dois mettre Redis, même cache, est-ce que je dois mettre X ou Y truc, un CDM, de bidule, de backup à un autre endroit, etc. Vous avez plein de questions, allez voir un infogérant. Limite, si vous avez peur de payer trop cher chez un infogérant, allez voir au moins un infogérant en tant que consultant. Faites un audit avec quelqu'un qui va vous permettre de comprendre voilà, ce qu'il vous faut. Ça peut être l'objet d'une première prestation avec cette personne-là. Et puis si vraiment vous trouvez que c'est trop galère, il le fera pour vous. C'est plus cher, mais c'est combien sur une année? Je veux dire, si vous payez allez, pour un petit site qui fait 1000 visites par jour, e-commerce, et vous me dites ouais je paye 30 000 € par an, ok, bon là je vais vous regarder avec des grands yeux, je vais vous dire ouais il y a un problème. Mais voilà, si vous me dites je paye 50 balles par an, excusez-moi, je vais vous regarder aussi avec des gros yeux. Donc il faut regarder, il faut trouver le bon compromis. Il y a des hébergeurs, ils sont un petit peu bons partout, ils sont pas excellents quelque part, mais ils ont à la fois des bonnes machines, à la fois un bon support, peut-être qu'il vous faut ça, c'est possible. Mais arrêtez de faire des raccourcis. Moi, je suis désolé, il y a des... Regardez, juste là. Vous prenez le Hosted Private Cloud. Tac, 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 tarif. J'y vais au hasard. Hein. Mais juste, regardez les prix, quoi. Regardez les prix. Alors, je dis pas, hein, on peut en mettre des sites dessus et tout, on peut faire tout un tas de choses, mais regardez les prix, bon sang. On n'est pas du tout dans le même monde ici que le web cloud qu'on a vu juste avant à 2 € et quelques. Faut se poser les bonnes questions. Faut vraiment se poser les bonnes questions. Voilà, donc c'était
voilà, globalement, ce que je voulais dire par rapport aux hébergeurs, si j'avais un hébergeur à recommander personnellement pour des boîtes qui voilà, sont des structures à taille humaine, qui ont des besoins avec des e-commerce, des applications, tout ça, moi c'est Osmi, voilà, qui passe sur les serveurs OVH, mais ceux-là pour le coup. Et puis après, voilà, vous pouvez bien sûr aller sur d'autres Suisse qui marchent très bien, vous pouvez aller sur OVH qui marche aussi très bien sur certains aspects. Les autres aussi sont très bien, hein, Amazon WS, des choses comme ça, bon, ça marche aussi, hein, mais c'est vrai que ça dépend toujours de ce que vous voulez. Vous pouvez pas demander le beurre, l'agent du beurre, la crémière, quoi. Très concrètement, c'est un peu ça mon opinion au fond. Et vous pouvez, franchement, se foutre de la gueule d'OVH ou se foutre de la gueule d'un autre hébergeur, ça fait quand même 10-15 ans quoi, que je vois des débats comme ça, des polémiques sur les hébergeurs. Franchement, vous êtes qui, quoi? Je suis désolé, mais au bout d'un moment, c'est des entreprises qui sont encore là depuis des années et elles développent beaucoup, beaucoup de choses. Si vraiment c'était si mauvais que ça se serait cassé la gueule quand même. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Beaucoup de choses, mais c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous avez compris, en tout cas, mon analyse et ce que je demande. C'est simplement de l'apaisement. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de déclencher la cloche des notifications, de partager cette vidéo. N'hésitez pas également à partager la page Tipeee et à envoyer des tips et des messages qui font toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!